conférence de presse régionale et continentale pour nous capables de prononcer nous, l'autre fois encore, face à scandaleuse intervention que l'armée américaine fait dans le pays Venezuela dans la nuit 3 janvier. Donc, l'Assemblée Peuple Caraïbe était déjà prononcé très clairement pour condamner tout déploiement de forces navales de fait devant côte Venezuela depuis 3 mois, qui inclut des bateaux, des troupes, des sous-marins nucléaires et des avions de chasse. Donc nous-mêmes, nous avons condamné ça avec un peu de vigueur parce que il est clair que les États-Unis voulaient mettre la guerre dans la région, alors que dans la conférence CELAC qui était faite en 2014, tout gouvernement de la région Amérique latine Caraïbe a déclaré fort ni Caraïbes ni Amérique latine sont une zone de paix, sont une zone de la paix que vivent. Donc, l'initiative Donald Trump pour mettre tout ensemble de armes de foi devant le Venezuela, c'était une initiative qui était rompue avec volonté clairement manifestée par toute région pour que Caraïbes et Amérique latine sont une zone de la paix. Donc, nous, évidemment, estomaqués par ça qui fait le 3 janvier et qui rentrait dans continuité agression criminelle les États-Unis contre le peuple caraïbien. Nous-mêmes en Haïti, nous connaissons ça très bien, parce que nous avons subi une invasion militaire qui a duré 19 ans, de 1915 à 1934, et qui a des grosses responsabilités dans ce que le pays a vécu jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il a créé des mécanismes de tutelle pour que toute décision stratégique qu'a prend le pays, c'est le département d'État qui prend. Donc, nous dénonçons l'agression militaire Sahara et nous dénonçons que son agression militaire qui pratiquement crachait sur 80 années de construction de nos systèmes juridiques international, qui demandait que pour l'État respecter l'autre État, respecter l'intégrité territoriale de l'autre État, et que le système est basé même sur l'égalité entre les États, et il interdit l'utilisation de la force pour capable de conduire à des relations de dépendance, même genre que Donald Trump voulait faire ça. Donc, nous pensons que c'est extrêmement grave, qui sont une violation de tout système juridique international, de tout ensemble de conventions qui signent, en particulier depuis la Société des Nations, passant par les Nations Unies, après 1945, etc. Et en plus, c'est une violation tout de loi interne des États-Unis, parce que la Constitution américaine est très claire sur ça, pour que le président américain engage des troupes américaines en dehors du territoire, il faut qu'il démontre qu'il y a un président de menace pour la sécurité nationale américaine et il faut qu'il y ait une autorisation claire du Congrès américain. Ça n'est pas fait. Donc, c'est une violation, une double violation, non seulement de loi internationale, convention internationale, de système juridique international, mais c'est une violation tout de l'égalité américaine. Et ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, nous gagnons toute une série de grandes manifestations dans plus d'une dizaine de grandes villes aux États-Unis pour dénoncer cette fête-là. Et nous gagnons des sondages qui montrent que plus de 67% de la population américaine condamnée à 3 janvier. Donc, nous pensons que c'est une action qui va, encore une fois, mettre les États-Unis dans une situation d'isolement moral. Et il est très clair. Et il est très important pour nous capables de dénoncer la rhétorique que Donald Trump a développée depuis quelques mois, quand il a parlé de narcoterrorisme, quand il a accusé le président Petro, il a accusé Nicolas Maduro, il a accusé Claudia Sheinbaum, etc. Et il est clair que ce n'est pas une question de bataille contre la drogue. Si un gouvernement américain a besoin de bataille contre la drogue, le premier qu'il faut faire, c'est attaquer le marché consommation locale.
Il y a un plus gros marché de consommation de drogue dans le monde, c'est aux États-Unis. Ils sont un marché de plus de 750 milliards de dollars l'an. Et nous connaissons que le marché, ça, c'est un marché qui est très profitable pour le système bancaire et pour une série de multimilliardaires États-Unis qui, quelque part, profitent du trafic de ça et de l'amour pas paquet de monde qui est victime de trafic de consommation de drogue. Et deuxièmement, tout le monde connaît, et il est établi clairement par toute une dizaine de rapports du système des Nations Unies qui sortent des rapports sur question de commerce de drogue chaque année. Il est établi même par DEA, c'est l'organisme américain, sur question de ça. Venezuela, pas un acteur important dans la question de drogue. Venezuela, pas producteur de cocaïne, pas producteur de stupéfiants, et il n'est pas participé non plus dans aucun circuit de commercialisation de drogue. Et 82 à 85% du cocaïne qui est rentré aux États-Unis, il est rentré par la côte Pacifique, en passant à travers des ports, Pérou, Équateur, etc. Donc, il est clair que c'est une manipulation qui pas du tout correspond à la vérité. Et nous, pour un pays comme la Colombie, côté que Colombie, c'est un grand producteur de cocaïne. Maintenant, sous le territoire colombien, pendant plusieurs décennies, il y a 8 bases militaires américaines. Et présence base militaire américaine n'a pas jamais réduit la production de cocaïne. Et plus récemment encore, nous voyons très clairement que le gouvernement Trump n'a pas du tout dans bataille contre drogue, puisque M. libéré, ancien président Honduras, que la justice américaine est condamnée à 45 ans d'emprisonnement, puisque il y a des preuves qu'il était fait entrer cocaïne sous le territoire américain. M. libéré, parce que c'est un monde qui participait dans l'extrême droite, pour faire une volonté élection pour être capable de retirer le pouvoir dans le main du gouvernement progressiste de gauche sur Madagascar pour remplacer par un gouvernement qui est complètement dépendant des États-Unis. Donc, Venezuela, c'est une cible extrêmement importante pour l'impérialisme américain pour plusieurs raisons. D'abord, on connaît que Venezuela est détenteur des réserves de pétrole les plus abondantes au monde, 300 milliards de barils, beaucoup plus que l'Arabie Saoudite. Et nous connaissons l'importance du pétrole dans l'industrie américaine et dans la vie aux États-Unis en général. Et les États-Unis, grande partie dépendante, même si le producteur de pétrole tout, mais dépendant de l'importation de pétrole pour satisfaire le marché local là, il fait marcher l'industrie dans le pays. Donc, pendant plusieurs décennies, c'était des compagnies américaines qui avaient exploité le pétrole au Venezuela et il y a des décisions qui prennent au niveau de l'État vénézuélien pour nationaliser l'industrie pétrolière ça et pour justement extraordinaire richesse pétrolière ça, il ne pas servir seulement aux intérêts des entreprises multinationales américaines et britanniques, mais pour mettre richesse pétrolière ça au service de la population vénézuélienne. Ça que Hugo Chavez et la révolution bolivarienne a réussi à faire, puisque nous gagnons de 1998 à aujourd'hui tout un ensemble de conquêtes extraordinaires faites grâce à la révolution bolivarienne. Et pour nous citer un exemple, la révolution bolivarienne a réussi à éliminer l'analphabétisme. Okay? Venezuela, son pays, zéro analphabète. Okay? Et qui était gagné en pilote de l'analphabète malgré l'extraordinaire richesse pétrolière qui était gagnée, mais qui était dans les mains de 3 familles avec multinationales américaines. Donc, le gouvernement Trump, d'ailleurs, il confirmé par tout ensemble des cas qu'il fait, il a besoin de voler pétrole vénézuélien, il a besoin de voler tout ensemble de richesses en bas tech que le Venezuela gagne. Par exemple, le Venezuela détenteur d'un gisement l'or puis important sur la terre, et il y a un paquet d'autres minéraux très importants que a besoin de piller, que a besoin de voler. Donc ça, c'est l'objectif central. Là. Et deuxième bagage, c'est qu'il a besoin de craser toute gang symbolique de révolution bolivarienne. Il a besoin de craser une expérience de projet national qui chita sur dignité, qui chita sur justice et qui chita sur conviction
qu'un pays pas capable de construire tête véritablement, ce n'est pas rompt avec domination impérialiste. C'est que le pas une grande tête a défini tout un ensemble de politiques et tout un ensemble d'orientations pour le pays. Donc, c'est symbole ça de besoin croisé et qui définit l'évolution bolivarienne comme la principale ennemi de domination impérialiste. Et il est très très important pour nous voir que ça qui passe le 3 janvier, c'est un bagage inacceptable, c'est un bagage pour nous dénoncer avec la plus grande vigueur et nous devons solidariser à la bataille que le peuple vénézuélien a menée pour qu'aimer le régime bolivarien, pour qu'aimer l'intégrité territoriale et pour qu'aimer la souveraineté sur les ressources stratégiques et gain. Parce que cette bataille qui a fait la Venezuela, ce n'est pas seulement une bataille États-Unis contre le peuple vénézuélien, mais c'est une bataille qui concerne toute Caraïbe et qui concerne tout peuple qui a besoin de liberté, qui a besoin de développement, qui a besoin de dignité, qui a besoin de justice. Donc, bataille ça, c'est une bataille panolier, tout. D'autant plus que Haïti, avec le peuple vénézuélien, a une longue et belle histoire de fraternité, côté que Miranda avec Dessalines, Francisco de Miranda avec Dessalines, Simon Bolivar avec Alexandre Pétion, ont collaboré pour être capables de libérer le peuple d'Amérique latine. Et les pays comme Venezuela, Pérou, Bolivie, Colombie, Équateur, et Simon Bolivar écrit, c'est grâce à la collaboration du gouvernement Alexandre Pétion que le pays est sorti en bas pacte impérialiste européen. Donc, c'est une belle tradition, ça, nous pas le droit de cracher sur lui. Il doit continuer et je dis nous actualiser parce que je dis et puissance américaine a besoin de recoloniser Caraïbes complètement et servir à Caraïbes d'un coup arrière-cour, d'un coup la cour papale et piller aux sociaux, même genre James Monroe a dit en 1923 l'Amérique aux États-Unis. Il dit l'Amérique aux Américains, mais ce n'est pas aux Américains, c'est aux États-Unis. Donc, je dis, doctrine Monroe, ça n'est pas actualisable. Il n'est pas actualisable pour plusieurs raisons. Premièrement, le peuple caraïbe doit toujours camper pour défendre dignité, défendre intégrité, défendre droit. Et en plus, au niveau mondial, nous gagnons des rapports de force qui ont bougé sérieusement. Avec émergence, tout un ensemble de nouveaux blocs, tout un ensemble de nouveaux projets qui, justement, a remis en question l'ordre colonial et néocolonial que le capitalisme établi depuis fin 15e siècle et qui est en grande partie responsable de misère, de la mort, de désespoir qui gagne aujourd'hui sur la Terre. Une grande majorité de la population sur la Terre a subi conséquences de domination capitaliste. Donc, je pense que le peuple caraïbe, c'est des peuples caraïbes c'est des peuples rebelles qui construisent des bels processus révolutionnaires. On a parlé de 1804, une plus belle révolution qui fait dans l'histoire de l'humanité. On a parlé de révolution cubaine en 1959. On a parlé de révolution bolivarienne à partir de l'élection Hugo Chavez en 1998. On a parlé de révolution sandiniste en fin des années 70. On a parlé de Grenade, qui a commencé à construire un pays digne, et puis à l'armée américaine débarquée en 1943 et écraser Grenade. Donc, et nous sommes capables de citer tout, Porto Rico, côté plus passé 100 ans de domination impériale américaine, le peuple portoricain continue à batailler. Et justement, toute semaine, c'est des dizaines de milliers de portoricains dans la rue qui ont dénoncé les États-Unis et qui ont demandé pour libérer tête de domination coloniale que les États-Unis avaient. Dans le procédure à la République dominicaine, en 1965, l'armée américaine a débarqué pour écraser le gouvernement progressiste et les patriotes dominicains ont levé campé pour combattre l'invasion militaire. Ça, d'ailleurs, avec participation de plusieurs militants communistes haïtiens. Donc, nous avons un paquet d'exemples qui montraient justement que le peuple de Caraïbes pas baisser les bras, le peuple de Caraïbes continue la bataille et nous devons accompagner le peuple vénézuélien dans un moment difficile que la journée
Et il faut nous souligner à la population l'objectif fondamental du gouvernement Trump, il n'est pas joindre, parce que vous pensez que leur enlever, de kidnapper Nicolas Maduro, ça va être chaos, tout le pays crasé, le système politique bolivarien crasé, ça va faire. Plus de 5 jours après l'enlèvement de Nicolas Maduro, c'est le système politique révolution bolivarienne qui continue à contrôler le territoire, qui contrôle les réseaux sociaux, qui contrôle tout pouvoir campé. Et il y a défendre continuité projet bolivarien. Donc, c'est extrêmement important pour nous comprendre et pour nous capables d'accompagner la résistance. De même tout peuple qui a demandé libération Nicolas Maduro et Cilia Flores pour être capable de retourner dans le pays. Même gens ont bataille pendant pile d'années pour demander libération 5 Cubains que les États-Unis ont arrêtés, de mettre dans le cachot, sous prétexte que tu as fait espionnage. Et après, en pile bataille, nous avons réussi à joindre une libération de tous les 5 prisonniers sahara qui étaient retournés dans la caillou. Et Julien Nader, par exemple, je dis, a dirigé l'ICAP, Institut Cubano de Amistad con los Pueblos, qui est extrêmement solidaire avec Haïti. Et donc, nous pensons que 3 janvier, c'est une bonne erreur que l'impérialisme fait. Parce que si on est heureux que le fait de penser que l'handicap de Maduro et puis la révolution bolivarienne est écrasée, il ne faut pas oublier que depuis 2002, l'impérialisme a fait tout ça capable pour écraser la révolution bolivarienne. Ils ont fait tout le bagage. Ils ont pris plus de 1000 mesures coercitives unilatérales. Par exemple, pour empêcher le Venezuela de commercialiser le pétrole libre, pour empêcher le Venezuela d'acheter des médicaments, pour empêcher le peuple en vivre. Et PIB Venezuela chuté de 62% en 4 ans, suite à sabotage. Mais malgré tout, le peuple vénézuélien a été campé des révolutions bolivariennes, parce qu'ils comprennent le jouet là, et ils ont dit qu'ils n'ont pas tourné colonie les États-Unis. Donc, ils ont fait une grosse erreur parce qu'ils ont isolé tête sur le plan international, parce que le geste qu'ils ont fait, même allier les États-Unis, commencer à dénoncer, parce que tout le gouvernement s'est menacé. Pour le gouvernement était là, enlevé au président élu démocratiquement, mais les prison à la Caraïbe sont des bagages qui sont extrêmement graves et qui peuvent isoler les États-Unis sur le plan international. Même gens ils ont isolé par rapport à blocus que vous mettez sur le pays Cuba depuis 67 ans. D'après 67 ans de révolution, ils ont fait tout pareil pour grâce à la révolution cubaine. Non, ils ne sont pas capables. Et tout près des côtes américaines. Donc, nous croyons dans la résistance peuple, nous croyons dans la volonté peuple pour continuer à défendre la souveraineté, continuer à défendre l'intégrité territoriale dans le Caraïbe et continuer à défendre le projet de libération qui permettre que nous sortions de la griffe de domination capitaliste coloniale. Nous sommes bon côté par nous et M. Chalmeuse, donc pas en solidarité, peut-être c'est votre parole n'est pas tendue, donc nous avons 9 membres capitaux. Il n'y a pas sorti aucune note sur ça pour montrer solidarité face à ça qui passe 3 janvier. Oui, est-ce que tout ça a un impact sur les pays États-Unis après ça? Non, pas c'est pas sur les États-Unis, mais c'est une honte. Je pense que le gouvernement haïtien doit exprimer clairement pour défendre le droit du Venezuela. Il doit dénoncer les actes qui menaçaient tout le système juridique international. Ça veut dire que si nous acceptons ça, nous n'avons pas besoin de parler de droit international encore. Nous n'avons pas besoin de parler de Charte des Nations Unies. Donc, il est clair que le gouvernement haïtien a une responsabilité pour dénoncer ça. En plus, par rapport à un pays, un peuple qui est toujours solidaire avec Haïti.